Bonjour. Comment faire face à une personne agressive ou menaçante? Je vous propose ce soir une première partie qui va durer environ 1 heure. Et ensuite, nous verrons quels sont les comportements utiles pour faire face à ce genre de situation. J'ai l'immense plaisir et le grand privilège de vous présenter Claude Berthoumieux. Alors, Claude Berthoumieux est psychothérapeute depuis 35 ans, victimologue spécialisé dans la prévention du stress post-traumatique. Claude accompagne les victimes d'agressions en milieu professionnel. Elle est l'auteur d'or. Ce soir, elle vous aidera à comprendre comment faire face à une personne agressive ou menaçante, et oui, on en rencontre dans notre vie. Vous verrez avec elle quels sont les enjeux finalement qui s'y cachent derrière, qu'est-ce qui nous fragilise lorsqu'on se retrouve face à une situation comme celle-ci, et bien sûr, comment y faire face. Bonsoir Claude, bienvenue et merci encore d'avoir accepté mon invitation. Avant de démarrer et de rentrer dans le vif du sujet, Claude, pourriez-vous, nous expliquer, nous indiquer qui vous êtes, ce que vous faites, pour que nos auditeurs puissent prendre un peu plus connaissance de notre invité. Je veux bien. Est-ce que vous me voyez là? Parce que je ne sais pas si là je vous vois, Fatih, mais je ne sais pas si les gens me voient. L'important c'est qu'ils m'entendent de toute façon. Alors, je vous dis bonsoir à toutes et à tous. Voilà, je suis très contente d'être avec vous ce soir. Il y a même le soleil qui est en train de me faire un clin d'œil à travers la fenêtre. Voilà, c'est particulier les aléas du direct. Super, Frédéric, merci pour votre réponse. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais commencer si vous voulez. Oui. Avant de vous proposer un, un PowerPoint, enfin un diaporama pour guider un peu la réflexion, je vais peut-être vous parler un peu de moi quand même, pour savoir pourquoi, à quel titre j'ose vous donner des conseils, même si je suis née en 47, donc ça remonte, comme on dit. En même temps, 47, pour moi, c'est une année symbolique, parce que c'est l'année où Gandhi a proclamé la notion de non-violence. Et c'est aussi l'année où la guerre, l'ex-guerre, qui était passée de 2 ans derrière, était en train de devenir la guerre froide. Voilà, donc pour moi, ce que je peux dire, c'est que la violence et la quête de la non-violence ont toujours fait partie de ma vie. Voilà. Alors, pour en dire un peu plus sur mes études universitaires, je ne vais pas vous raconter ma vie comme ça, mais quelques études universitaires jusque dans les années 68. En fait, j'ai eu ma licence de psycho en 68, et ensuite, je suis passée par 5 ans de théâtre avant de me mettre à reprendre la psychothérapie. Et en fait, je ne suis devenue psychothérapeute qu'en 76. Voilà. Alors, si vous voulez bien, je vais... vous m'entendez là? Oui, oui. Voilà. Je vais commencer peut-être à vous partager mon écran. Bon, vous m'entendez quand même là? C'est très bien, c'est bon, tout le monde t'entend, tout le monde voit le diapo, tu peux y aller, Claude. Bon, ben c'est parfait. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi, mais je vous disais donc que je ne suis devenue victimologue spécialisée dans la prévention des risques psychosociaux que à partir des années 90. À ce jour, avec 35 ans d'expérience à peu près, entre les coachings et les animations de groupe, j'ai accompagné quelques 5000 personnes victimes d'agressions à main armée, agressions physiques, verbales, menaces, j'en passe. Et j'ai dû en former à peu près tout autant à l'accompagnement des victimes, et ajouter en plus à cela quelques 3000 personnes auxquelles j'ai appris à gérer le stress en situation conflictuelle dans l'exercice de leurs fonctions, puisque je travaille en entreprise depuis plus de 25 ans. Je vous avais dit,
Alors, comme l'a dit Fatih, j'ai édité en 2001 aux éditions du Souffle d'Or, à partir de mon expérience avec les victimes, vivre après une agression. Au départ, c'était Agression, les blessures invisibles. Et je pense que le titre faisait trop peur. Alors, on l'a transformé en 2005. Mais alors, cela dit, si l'expérience professionnelle est importante, je crois que tout ce que j'ai vraiment appris pour faire face à l'agression, c'est vraiment issu de mes expériences personnelles et les enseignements que j'ai pu en tirer. Voilà, et je pense que ce sont ces expériences-là qui m'ont fait devenir spécialiste en agression. Trois parties dans cette conférence. D'abord, ce qui est en jeu dans l'agression, hein, ce qui nous fragilise face à une personne agressive. Ensuite, comment faire face, les réactions instinctives, primitives, le processus de l'émotion. Vous voyez comment acquérir la maîtrise du jeu et le pouvoir de choisir, ça va être fondamental. Et l'évitement, le rapport de force ou le lâcher. Ensuite, la troisième partie, anticiper comment se préparer, parce que je pense que tout ça, c'est très bien, mais si on ne sait pas se préparer, le jour J, on ne sait pas faire. Alors, de quoi parlons-nous? Je crois que ce que je vous propose quand même, c'est qu'après chacune des parties, on fera peut-être une session questions-réponses. Alors pour le chat, pour l'instant, tout le monde, je pense, est vraiment attentif à ce que tu nous expliques. D'accord. Apparemment, j'ai des OK. Donc, je pense que là, vraiment, on est tous attentifs à ce que tu vas nous dire, parce que je pense que tous les éléments que tu vas nous apporter ce soir sont vraiment très importants et ça va être vraiment de grande qualité. J'espère, j'espère. J'en suis sûre. Bon, alors, avant, je fais un petit préambule avant la première partie, parce que comment faire face à une personne agressive. Souvent, les gens, agressivité, agression, on se mélange un peu les pédales. Et les gens me disent, mais le comportement d'une personne agressive ou menaçante, est-ce qu'on peut considérer ça comme une agression? Et même plus que ça, une agression verbale, est-ce que c'est véritablement une agression? Voilà. Une personne agressive, oui, c'est un agresseur. Et il faut qu'il y ait toujours un persécuteur et une victime dans l'histoire, hein. Et l'agression, c'est le passage à l'acte sur la victime. Et le passage à l'acte, pour moi, il commence à partir du moment où on commence à être menaçant, où on commence à dire des mots qui touchent. Voilà. Alors, donc, l'agressivité et la menace constituent en soi une agression, dans la mesure où elle provoque un stress suffisamment grand pour que la victime se sente en danger. Alors, est-ce qu'on doit prendre en considération toutes les plaintes de victimes d'agression verbale? Je dis les plaintes au sens large et au sens juridique, dans la mesure où mon expérience m'a prouvé que aujourd'hui encore dans les entreprises, quand les gens portent plainte, ou même dans la vie, portent plainte pour agression verbale, soit on ne veut pas prendre leur plainte, ça c'est sur le plan juridique, c'est mon petit côté militant pour les victimes, on ne veut pas prendre leur plainte, d'accord? La plupart des gens disent, mais en fait, pourtant j'ai été démolie, oui, parce qu'effectivement, j'ai vu des personnes beaucoup plus démolies par une agression verbale, du style tu n'es bonne à rien, et d'autres qui étaient pas le moins du monde affectés à la suite d'une agression à main armée. Donc, et en plus qui avaient reçu des coups. Donc aujourd'hui encore, que ce soit la police ou dans les tribunaux de justice ou dans l'univers des entreprises, on a tendance à faire une classification des agressions qui est carrément pour moi insupportable, pour tout vous dire. Parce que le démarrage, c'est est-ce qu'il y a eu blessure physique ou pas? Est-ce qu'on a dû faire intervenir le SAMU ou les forces de l'ordre? Ça, ce sont des critères valables pour les institutions. Cette évaluation, enfin, vous l'avez compris, a pour but de déterminer les sanctions à appliquer. Parce qu'en fait, alors là, je vais vous donner quelques exemples de classification. Vous avez l'agression verbale, injure, c'est niveau 1, donc c'est pas grave. Menace verbale ou geste menaçant, niveau 2, ça c'est plus ennuyeux quand même. Et l'agression physique, avec ou sans blessure, niveau 3, attention, ça c'est très grave. En fait, si on regarde bien,
on tient davantage compte de la nature de la faute commise et pas suffisamment du préjudice moral subi par la victime. Alors, l'autre croyance, ça c'était la première croyance, une agression verbale, c'est pas grave. La deuxième, on pense qu'elle exagère, qu'elle en rajoute ou qu'elle fait du cinéma pour attirer l'attention ou pour en profiter, enfin, ou que sais-je encore. Ça, je l'entends tout le temps. Alors, il y a deux conséquences à ça. C'est que, un, les victimes se sentent incomprises et se retrouvent survictimisées par leur entourage, qui a parfois tendance à minimiser l'agression, ou pire encore, à ne pas les croire. Et deuxièmement, deuxième conséquence, si on pense ça, on décourage les personnes qui aimeraient parler de leurs problèmes. Et cette attitude a pour conséquence de ce qu'on reproche parfois aux victimes, c'est-à-dire leur silence. Voilà. Donc pour moi, et pour que ce soit bien clair, l'agressivité ou la menace, ça égale agression. Et il n'y a pas de petite ou de grande agression. L'important, c'est l'intensité, n'est-ce pas, de la façon dont la victime perçoit son agresseur et vit intérieurement, profondément, l'injure qui lui est faite. Ajoutez à cela les conséquences d'une agression physique ou verbale, qui peuvent être plus ou moins graves selon le traumatisme vécu et l'état initial de la victime. Ça veut dire dans quel état elle était au moment où ça s'est produit. Voilà. En d'autres termes, toute personne que vous vivez comme dangereuse pour vous ou pour votre intégrité physique ou morale est un agresseur et vous en êtes victime. Et je dirais même si le danger n'est que fantasmé. Parce qu'en fonction de ce qu'on imagine, de ce que la personne pourrait nous faire, c'est comme ça que vous le percevez, et à ce moment-là, précisément, c'est le plus important. En tout cas, moi, en tant que thérapeute, c'est ce que je prends en considération. Alors, ce qui nous fragilise face à une personne agressive, on rentre dans le vif du sujet. En premier lieu, bien sûr, c'est la manière dont on va percevoir la réalité de la situation, ça, je viens de dire. Et je voudrais, à ce sujet, vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée quand j'étais jeune, mais très très jeune. Alors, je devais avoir ton âge, Fatih, plus jeune encore. Oui, voilà, j'étais en train de me promener dans les rues de New York. C'était en 1976, alors que je venais de faire ma thérapie primale. Et j'étais là, tranquille, dans la 5e avenue, avec une amie, en train de regarder les hauteurs des buildings, comme on disait. Et puis, quand soudain, il y a un homme qui était vraiment, mais contre moi, en face de moi, qui me regardait, qui avait l'air bizarre. J'ai cru, comme il y avait beaucoup de foule, et j'ai cru que c'était que c'était quelqu'un que j'avais heurté. Et puis tout d'un coup, je baisse les yeux et je vois qu'il avait un couteau braqué sur mon ventre, contre mon ventre. Et là, je l'ai entendu baragouiner quelque chose. Et moi, dans mon très mauvais anglais, j'ai dit, what happens? Ce qui voulait dire dans ma tête, qu'est-ce qui se passe? Et malheureusement, lui ne m'a pas compris. Moi, je ne l'avais pas compris non plus. Il m'a regardé, très, vraiment étonné. Il a eu l'air surpris, moi aussi. Enfin, on était tous les deux, en train de se regarder dans les yeux. Et là, j'ai répété, qu'est-ce qui se passe? J'ai évidemment senti qu'il se passait quelque chose d'anormal, mais bon, j'ai joué les innocentes, on va dire. Et là, il m'a encore regardé, il a plié son canif et il est parti. Après, j'ai réalisé, mon ami qui avait vu la scène était complètement paralysé. Après, j'ai réalisé ce qui venait de se produire. Et je dois dire que j'en ai tiré pas mal d'enseignements dans ma vie par la suite. Alors, par la suite, bien sûr, j'ai tenté d'analyser ce qui s'était passé. Sur le moment, évidemment, j'ai cru au miracle de la thérapie. Je me suis dit, voilà, je suis bien. Et de fait, j'étais bien, j'étais détendue. J'avais peur de rien. J'avais moins peur, en tout cas, de l'extérieur que je n'avais eu peur de tout ce que j'allais trouver à l'intérieur de moi-même. Donc, globalement,
j'étais bien, on va dire que mon état interne était satisfaisant, ok. Et puis, au niveau mental, bah, j'avais rien dans la tête, je n'avais pas d'a priori, je ne connaissais pas cet homme, je ne l'avais jamais vu, je ne voyais pas pourquoi je lui en voudrais. Bref, toutes les conditions étaient réunies pour que finalement, je ne donne aucune prise à l'agression. Donc, en résumé, état interne, ok. Deux, sur le plan mental, je n'avais rien anticipé, puisque c'est arrivé très vite. Puis j'étais ailleurs, surtout. Sur le plan émotionnel, à part la surprise, pas peur. C'était un étranger, et je n'avais donc, et vous allez voir que c'est important, aucun a priori sur lui. Alors, ce dernier point est encore plus important. Je n'ai pas pu traduire ces mots, même si j'ai très vite compris qu'il y avait une menace, je n'ai pas compris le sens de ces mots. Et si j'avais compris ce que mon ami qui était à côté de moi a entendu, c'est-à-dire donne-moi ton argent ou je te plante, il est clair que j'aurais eu une réaction totalement différente. J'aurais eu encore plus peur, évidemment, et j'aurais sûrement eu une réaction instinctive qui m'aurait, à mon avis, sûrement mise en danger. Voilà, en tout cas, ça aurait provoqué quelque chose. Donc, les trois idées que je retiens de cette aventure, c'est que notre mental n'est pas toujours notre ami. Notre réaction face à la personne va être décisive pour la suite de l'interaction. Et enfin, les conséquences de l'agression vont varier selon notre état du moment de l'agression et la manière dont nous aurons réagi pendant l'agression. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? Est-ce que là, Fatih, tu as des questions? Sinon, je continue sur chacun des points. Je vais attendre les réponses. Est-ce que pour tout le monde, ça paraît Bon, ben, clair? je continue alors. Bon, on va attendre encore 2 petites secondes pour voir si les personnes peuvent réagir à ce que tu viens de dire. Sinon, je continue s'il n'y a pas de... Apparemment, oui, oui, tout le monde, c'est très clair. Oui, 5-5. Bon, bah, Exact, super, génial. Alors, on va continuer parce que comme il y a du... j'espère que vous resterez avec moi jusqu'au bout parce que j'ai une petite surprise pour vous à la fin. Alors, le mental, pourquoi c'est important? Alors, d'abord, on va parler des mots, l'importance que j'accorde aux mots. Ensuite, on verra que les a priori sur la personne que l'on a en face sont importants. Et le troisième point, c'est mes attentes vis-à-vis de cette personne. Et ce sont ces mêmes attentes qui vont, ce que j'appelle, lui donner prise. Alors, le pouvoir des mots. D'abord, le mental, tout est dans l'idée qu'on s'en fait. Ça, c'est une phrase que je répète et que je me répète à moi très souvent. Parce qu'au fond, la réalité, on ne l'aperçoit pas tous de la même manière. Et une situation que je vais vivre comme dangereuse ou une personne que je vais vivre comme agressive ne le sera pas forcément pour quelqu'un d'autre. Alors ça, déjà, c'est un mystère, mais c'est comme ça. Et évidemment, quand on a l'habitude de vivre des relations conflictuelles avec des personnes qui nous sont proches, nous, on sait, mais si vous regardez, vos amis ne le savent pas forcément et ne le comprennent pas forcément. Alors, le pouvoir des mots, on va revenir là-dessus. Les mots, au-delà de l'interprétation qu'on peut en faire, résonnent dans notre mémoire comme des malédictions. Et ça, j'ai une petite histoire là-dessus. J'ai une de mes clientes que j'ai retrouvée un jour en larmes, alors qu'elle allait bien depuis quelque temps, et elle me dit j'ai besoin d'une séance. Elle me dit mais bon, c'est bête, mais j'ai besoin d'une séance. Et elle a besoin d'une séance parce que une de ses clientes, parce qu'elle était assistante médicale, lui, très en colère, lui avait balancé qu'elle était bonne à rien et qu'elle était nulle. Alors, agression verbale, bien sûr. Et puis, au bout d'un moment, au bout de 2 heures, on a fini par comprendre que cette phrase l'avait renvoyée à une phrase que sa mère lui disait tout le temps. Et sa mère lui disait tu n'es qu'une bonne à rien, exactement, telle quelle, accompagnée d'un tu ne pourras jamais réussir dans la vie, qui prend une forme de malédiction extrêmement puissante. Donc il y a vraiment des mots qui nous percutent au présent parce qu'ils percutent notre mémoire et résonnent, comme je dis, comme des malédictions. D'ailleurs, malédiction, c'est pas avoir une mauvaise diction, hein, c'est une parole qui est mauvaise. Les a priori.
Alors, les a priori, c'est ce que je pense. Il faut partir d'un principe que ce que je pense agit sur ce que je ressens, et ce que je ressens va parvenir directement à l'autre et influencer son comportement. Ça, on le sait, hein, entre pensée, émotion, action. Si je pense quelque chose, je ressens quelque chose et j'agis d'une certaine manière. On le verra tout à l'heure, un peu plus tard, quand je vous parlerai un peu plus de l'émotion et de ce que j'appelle la décentration émotionnelle. Si je pense que cette personne me veut du mal, c'est un salaud, il perverse, et que j'en suis d'autant plus persuadée qu'en plus, ça m'arrive souvent, hein, que cette personne m'a déjà fait du mal, et ce, depuis longtemps. Qu'est-ce qui va se passer quand je suis en face d'elle? Je suis d'emblée sur la défensive, je vais envoyer un signal de méfiance à l'autre. Parce qu'on sait bien que dans la communication, hein, 55% du message passe par les mots, non, 7% par les mots et 55% par le comportement et la voix. Donc, ça fait beaucoup de choses. Donc, l'autre va percevoir le signal et c'est là qu'il sait qu'il a l'avantage sur nous puisqu'il nous fait peur. Donc, il n'y a aucune raison qu'il n'en profite. Donc, c'est bien moi, au départ, qui, par ma propre attitude, et là, j'insiste, peut accorder à l'autre le pouvoir de me faire cet effet. Puisque j'en ai peur, a priori, je dis bien, d'accord? C'est-à-dire avant même que l'agression se passe, avant même de le rencontrer ou de la rencontrer, j'ai peur. Hein, donc j'anticipe quelque chose de désagréable. Et j'arrive dans cette situation avec cet état-là. Alors, le rapport de force. J'ai un problème, il faut faire... Voilà. Le rapport de force, il est en place à partir du moment où je joue le jeu. Parce que c'est un jeu à deux. Pour que ça fonctionne, et c'est en ça que je pense souvent que nous sommes complices de la relation. Si vous voulez, dans un rapport de force, il y a toujours dans ce jeu, il y a toujours un qui pousse contre, c'est votre agresseur en général, un qui pousse contre, et vous, et l'autre qui contre-pousse, on va dire. Hein, d'accord? Vous imaginez deux forces en équilibre, donc chacune d'elles est en déséquilibre si elle cesse le combat. C'est-à-dire que si je me redresse, lâche prise, l'autre risque de tomber. Ça, je ne sais pas si l'image est claire, Fatih. Hein? Ouais, ok. Donc, si vous lâchez prise, votre interlocuteur se retrouve dans le vide. Et du coup, il n'a plus aucune prise sur vous. Alors, quand on dit lâcher prise, ça dit bien ce que ça veut dire. Alors, oui, mais sur quoi? Ou comment? On verra un peu plus profondément après sur quoi. Qu'est-ce que c'est les prises? Mais, c'est-à-dire, donc, lâcher prise, d'abord, c'est une décision. Hein, parce que nous le savons sur le plan instinctif, et on le verra dans comment faire face, nous sommes des créatures au départ instinctives, émotionnelles, et nous réagissons exactement comme les animaux. Envoyer un chat et un chien s'agresser, on peut penser que les chiens sont programmés instinctivement pour courir après les chats, et les chats programmés pour avoir peur des chiens. Voilà. Donc pour l'humain, je reviens sur l'idée des a priori ou des préjugés, ça fonctionne aussi comme des programmes. C'est-à-dire, vous connaissez le dicton chat échaudé craint l'eau froide, ce qui en d'autres termes signifie que lorsque nous avons peur par anticipation, parce que nous avons déjà fait l'expérience de la relation avec cette personne, et que nous croyons qu'elle va toujours et inévitablement se comporter de la même manière, de fait, elle se comporte de la même manière parce que moi-même, je me comporte toujours de la même manière. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais j'essaye souvent autre chose. Oui, mais là, on peut en parler tout à l'heure, et les questions, vous pouvez les noter dans votre tête, ou les noter pour vous-même, ou sur le chat, et Fatih me les donnera tout à l'heure. Donc, la première grande question, c'est plus exactement quelles sont les prises, ce que j'appelle les prises du diable. Les prises du diable, ce sont mes valeurs, mes besoins, mes attentes et mes faiblesses. Alors, les prises du diable, pourquoi? Parce que le diable existe, je crois. Enfin, je veux dire, on a tous des diables dans nos vies. Enfin, je dis tous, peut-être, j'espère pas pour tout le monde.
En tout cas, si vous voyez l'étymologie du diable, c'est-à-dire du mot Lucifer, par exemple, dans la tradition chrétienne, Lucifer, c'est lux ferrum, et ça veut dire porteur de lumière. Porteur de lumière sans amour, mais c'est lux ferrum, porteur de lumière, ça veut dire que c'est celui qui va prendre des attraits et des apparences extrêmement séduisantes et qui, par définition, va savoir très bien appuyer là où ça fait mal. Voilà, que ce soit sur mes valeurs. Et on repassera ça tout à l'heure un peu plus en détail. Donc, je reviens à ce que j'appelais tout à l'heure, il y avait les a priori et maintenant les attentes. Les attentes, c'est tout ce que j'espère de l'autre. C'est-à-dire qu'il change, par exemple, ou qu'il ou elle reconnaisse ses erreurs, ou se remette en question, qu'il m'aime enfin comme je suis, et non pas comme il voudrait que je sois. Et puis, il y a ce que j'espère de moi aussi, c'est-à-dire que j'ai le pouvoir de le ou la changer. Ça, c'est une des espérances et une des attentes les plus difficiles à quitter, c'est notre volonté, notre croyance que par notre seul coup de baguette magique et par notre tout-puissant amour, on va pouvoir changer l'autre. Ou alors, on attend qu'un miracle se produise aussi. Voilà, alors, bonne nouvelle, c'est pas impossible que l'autre change, parce que tout le monde peut changer. Et vous, à commencer par vous, si vous êtes souvent en proie à ce genre de situation. Mauvaise nouvelle, mais alors très mauvaise nouvelle, ça n'arrivera pas forcément en votre présence, ni grâce à vous, car d'une certaine manière, dans cette relation précise et à ce moment-là, nous ne pouvons pas changer l'autre, parce que si cette interaction se produit, c'est aussi parce que c'est avec moi que ça se produit. Et c'est ça qui est difficile à comprendre. C'est l'autre tel qu'il est, mais il va falloir à un moment donné que nous sommes partie prenante du problème, que je suis partie prenante du problème, que je suis en partie responsable. Et ça, c'est la première étape à franchir si on va avoir des chances de s'en sortir un jour. Là, Geneviève Schmidt, hier, a très très bien parlé de l'histoire de certaines personnes disent oui, mais alors je ne suis pas coupable. Non, pas coupable, vous n'êtes pas coupable, nous ne sommes pas coupables, nous sommes juste responsables, c'est-à-dire capables de donner une réponse différente ou adaptée à la situation. Et donc, il ne s'agit plus de raisonner en termes de faute. Arrêtons tous de raisonner en termes de faute. Parce qu'au-delà des raisons profondes qui nous poussent à vivre ce genre de situation, acceptons juste que nous sommes partie prenante du problème, c'est déjà un début. Alors, on n'aime pas cette idée, surtout quand on souffre et qu'une personne nous fait du mal et semble s'acharner à nous faire du mal. Alors, il faut parfois prendre du temps pour se rendre compte du rôle que nous jouons dans l'interaction ou dans la relation. Et en général, Geneviève en parlait hier aussi, et moi j'insiste, je suis totalement d'accord avec elle, l'enjeu de tout ça, seule une thérapie ou un accompagnement peut nous y aider. Par contre, je ne sais pas si... Attendez. Ouais. Donc, en résumé, je dois agir sur moi en premier lieu, et 2, cesser d'espérer que ça va changer. C'est-à-dire désespérer. Vous me direz, bah, je suis assez désespérée comme ça. Eh ben non. C'est que si ça marche encore, si ça fonctionne encore, c'est que nous ne sommes pas encore assez désespérés. Et savoir aussi que si il ou elle change, ce sera sans moi. Ça, c'est difficile. Hein. Alors, je voudrais, avant de passer à la deuxième partie, comment se comporter pour faire face, est-ce que c'est bon là? Attendez, je ne sais plus où je suis là. Est-ce qu'il est possible de répondre à quelques questions? Oui, et notamment, je peux aussi vous donner quelques bonnes questions à se poser. Oui, on peut répondre à quelques questions, oui. D'accord. Est-ce que tu veux que je te donne les questions? Oui, je les vois d'ailleurs, mais vas-y. Ok.
Donc, tu peux remettre ton diapo, ça sera aussi très bien. Amina nous Oui, pose la question, en fait, faut-il abandonner? abandonner quoi? Eh bien, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, au niveau du lâcher-prise, je pense que la question, c'est peut-être, est-ce qu'il y a une différence entre le lâcher-prise et abandonner? Est-ce qu'on peut faire une Non. différence entre le lâcher-prise et abandonner? Abandonner, arrêter le combat peut-être. C'est ça qu'elle veut dire, arrêter le combat. Ça Certainement. serait bon, mais c'est pas pareil, lâcher prise, abandonner. En tout cas, je fais une différence entre laisser faire et lâcher prise. Laisser faire, c'est quand on a le pouvoir de faire quelque chose et qu'on ne le fait pas. Et lâcher prise, après, je reviendrai sur les différentes prises, justement, que l'autre a sur nous. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux lâcher à un moment donné. C'est quand on a le pouvoir de faire quelque chose. En tout cas, il y a un seul pouvoir qui nous reste, quelquefois quand on ne peut rien faire face à l'autre, plus exactement, c'est le pouvoir d'agir sur nous, c'est-à-dire de décider de se protéger, de décider d'arrêter une relation qui est sans issue. Est-ce que ça, c'est clair? Alors ça, c'est une question à poser à la personne qui nous a posé cette question. Donc, Euh, abandonner, non, si c'est avec regret. Bien sûr, on a toujours des regrets quand on doit laisser quelque chose, mais lâcher c'est un autre registre. D'accord. Donc Léa nous pose une autre question. Peut-on appliquer vos conseils aux gens diagnostiqués pervers et toxiques, hein, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Tu peux Ah te bah, montrer. à plus forte raison cela. À plus forte raison cela, puisque je sais que la relation à une personne perverse et donc par définition toxique, celle que j'appelle le diable, oui, ça existe et oui, c'est vrai qu'il va falloir apprendre à s'en protéger parce que on sait que même les conseils que je peux donner face à un agresseur, bon, on peut s'en servir de ce que je vais vous dire tout à l'heure, mais en réalité, là, je pense que la meilleure solution, c'est d'essayer de se sortir, c'est-à-dire de fuir, de se sortir de la situation. Comme on va le voir, fuir n'est pas toujours une mauvaise chose. Il faut se sortir de la situation. Donc oui, ça peut s'adresser à eux en sachant que quelquefois, c'est pas si simple. Effectivement, c'est pas si simple. Parce qu'on y est attaché, parce qu'on n'a peut-être pas renoncé. C'est bien pour ça qu'il faut se poser les bonnes questions par rapport à nos a priori. Hein, je peux vous en donner quelques-unes si vous voulez. C'est-à-dire, quand je dis en quoi suis-je responsable de cette situation, c'est qu'est-ce que je crois à propos de cette personne. On se l'a posé déjà, ça serait pas mal. Qu'est-ce que j'attends de cette personne? Donc, qu'est-ce que j'attends de ce pervers toxique? Qu'est-ce que j'espère encore? Qu'est-ce que je fais consciemment ou pas qui le met dans cet état ou qui fait que? Quels sont les bénéfices, même négatifs, que je retire de la relation? Parce que on a toujours des bénéfices négatifs. Voilà. Et parce qu'il arrive quelquefois que de maintenir une relation conflictuelle avec quelqu'un, plutôt que d'imaginer qu'on verra plus cette personne, c'est bien pour ça qu'on reste, hein, parce qu'on l'aime. Mais à un moment donné, c'est important de se rendre compte que moi j'aime, mais si l'autre ne m'aime pas, est-ce que je mérite ça? Est-ce que je mérite? Pourquoi je m'inflige ça de mendier l'amour de quelqu'un qui ne veut pas me le donner? Pourquoi je m'inflige cette douleur de me retrouver chaque fois face à ça? Alors, on le verra si tout à l'heure, j'en parlerai des prises, ce que j'appelle les prises. Et qu'est-ce que je devrais faire pour que ça change? À commencer quelquefois par se faire aider. Hein? Je sais que c'est pas facile, c'est un arrachement, c'est un peu comme si on nous arrachait le ventre quelquefois, d'accord? Le cœur. Mais à un moment donné, il faut que ça s'arrête, quoi. C'est ce que j'appelle trancher dans le nœud gordien. Quand le nœud est trop serré et que la situation est trop compliquée, il faut de temps en temps prendre le sabre du samouraï et donner un grand coup dans le nœud gordien, parce que c'est la seule manière de se sauver. J'ai vu des gens mourir de ça. Donc maintenant, j'ai plus... pensez bien qu'après 35 ans de rencontres avec des victimes,
Quelqu'un m'a dit l'autre jour que j'étais un peu cash. Je suis désolée, mais je pense que c'est important de temps en temps de l'être. Voilà. Donc, à quoi, et je suis quelquefois cash avec beaucoup d'amour, mais je suis cash, oui, effectivement, parce que je dis qu'à un moment donné, il faut se poser la question. Donc, l'important, c'est aussi que, au-delà de tout ça, il y a qu'est-ce que c'est mon rapport avec la violence, mon rapport au conflit, à la colère. Est-ce que je suis trop empathique? Est-ce que je serais une fausse gentille ou un faux gentil? Et est-ce que surtout la vraie question, c'est est-ce que je suis dans ma puissance intérieure? Parce que pour reprendre ma puissance en face d'un autre qui me fait peur, je dois inévitablement agir sur moi, sur mes pensées, mes a priori, mes attentes, etc. Je vous le répète, c'est d'espérer que ça change. Je suis pas... c'est un peu dur, non? Non, enfin, de mon point de vue, non, mais après, c'est tout dépend. Je suis extrêmement emportée, vous savez. Il y a Très écrit arrêtez. très bien, super. Donc, j'ai une question de Geneviève. Nous sommes donc responsables, entre guillemets, de ce qui nous arrive? Oui, responsable. Geneviève, je ne sais pas si c'est la Geneviève à laquelle je pense. J'ai écrit un article que je vous conseille d'aller voir sur le site de Geneviève Schmidt, qui s'appelle psyenligne.com, je ne me trompe pas là. Soutienpsyenligne.com, .fr. Voilà. .fr, voilà, pardon. Être responsable, c'est, oui, j'ai une définition du mot, c'est res en latin, c'est la chose, response, c'est la réponse, able, c'est to be able to, être capable de donner une réponse à la situation. Et être capable, c'est la différence d'être coupable, c'est-à-dire se sentir coupable d'être comme on est, c'est-à-dire ne rien faire pour que ça change, parce qu'on est coupé de nous-mêmes. Alors, je ne sais pas, coupable comme battre sa coupe, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. C'est pas ça que j'invite à faire. Ce que j'invite à faire, c'est à dire en quoi nous sommes, vous êtes responsable, vous avez la réponse aux situations de votre vie. Ce n'est pas parce que nous nous sommes mis dans une situation il y a X années. Je vois des gens, effectivement, je le vois là sur le chat, ça fait 25 ans ou 30 ans que je vis ça, etc. Comment le stopper, comment lui casser l'herbe sous les pieds, etc. Quelquefois, on peut pas. On peut pas. La meilleure manière, vous savez, dans la tradition initiatique, la meilleure manière de donner de la force au démon, c'est de se battre avec lui. La meilleure manière de renforcer l'autre, c'est de lutter contre. D'accord? Donc, quelquefois, la meilleure manière d'arrêter le combat, c'est justement de lâcher prise, d'arrêter le combat et de dire, de tourner le dos, de dire non, je ne veux plus me battre avec ça. Alors, c'est pas simple, effectivement, je le vois quand il y a des enfants. Quand on a fait, il y a X années, qu'on a aimé cet homme ou cette femme et qu'on a fait, il y a X années, un enfant ou des enfants. Je sais que c'est pas simple et que c'est douloureux, mais à un moment donné, avec l'aide d'un thérapeute, avec l'aide de quelqu'un qui vous accompagne, avec force et chaleur en général, et amour, au sens large, vous devez pouvoir y arriver. Vous devez pouvoir y arriver parce que toutes les personnes que j'ai rencontrées à un moment donné sont arrivées à faire ce pas, à quitter des situations qui étaient insupportables pour elles. D'accord? Nous continuons à vivre les situations tant que nous n'avons pas compris pourquoi nous la vivons. D'accord? Ou tant que nous n'avons pas renoncé à ce que nous attendons de la situation. Donc, quelquefois, effectivement, le bénéfice secondaire, etc. Mais tant qu'on n'a pas compris, on recommence. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Oui, absolument. Moi, j'ai une question de Charlotte, ou je ne sais pas, c'est plutôt une affirmation. Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation de la part de Charlotte qui dit, mais quand il y a un enfant au milieu, on ne peut pas lâcher?
Qu'on ne peut pas lâcher, c'est-à-dire? Charlotte écrit simplement une affirmation. Elle nous écrit dans le chat. Et quand il y a un enfant au milieu, on ne peut pas lâcher. Qu'en penses-tu? C'est moi qui te pose cette question. Que penses-tu de cette réaction, en fait, cette affirmation? Ce que je ne comprends pas, c'est l'enfant qu'on ne peut pas lâcher. Il n'est pas question Non, de lâcher son enfant. non, non. Peut-être si l'autre veut garder l'enfance. Alors, en fait, quand il y a une relation, c'est un moment qu'il y a une relation toxique présente, donc il y a un parent toxique certainement qui est en jeu, et au milieu de tout ça, il y a un enfant. Oui, c'est ça, c'est ce que je disais, c'est pour ça que c'est difficile. Mais l'enfant se prend toutes les toxines dans la tronche. L'enfant se prend toute la souffrance de la mère, et d'ailleurs, les manipulations du père, ou inversement, hein, parce que ça peut être dans l'autre sens. L'enfant prend tout au passage. Il y a un moment donné où il faut... je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais je pense vous savez, au plan qu'on fait aux États-Unis quand les gens doivent fuir la mafia. On leur fait des plans quand ce sont des témoins protégés, voilà, c'est ça. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut organiser tranquillement sa vie, pendant 1 an s'il le faut, pour pouvoir préparer sa fuite. Avec le gosse, partir, enfin, je ne sais rien. Et puis, porter plainte s'il le faut aussi, parce que je dis bien que porter plainte, c'est quelquefois pas inutile. Ça ne s'improvise pas du jour au lendemain. C'est vrai que si vous le faites sous l'effet d'un coup de tête, ou là, juste après la conférence, dire, bon, ben, puisque c'est ça, je fais mes valises et je m'en vais. Je prends mon gosse sous le bras et je m'en vais, ça, c'est pas possible. On ne peut pas faire des choses comme ça sans s'organiser, sans se préparer intérieurement. Mais je peux vous dire que c'est comme le fruit, quand il est mûr, il tombe de l'arbre. Alors, d'accord? je veux Il y a juste... une longue préparation et je ne dis pas que ce que je dis n'est pas douloureux à vivre. J'ai moi-même vécu une situation de harcèlement moral et sexuel pendant 5 ans. Un jour, il a fallu que je dise non, mais j'ai pas pu dire non tant que je n'avais pas compris que quelque part, je protégeais l'enfant intérieur, l'enfant souffrant de l'autre. Parce que souvent, c'est l'enfant de l'autre qu'on protège. Et pas simplement, je veux dire, l'enfant réel qui est entre nous. Est-ce que c'est clair, ça? Alors, justement, alors je sais pas si c'est clair pour Charlotte, mais en tout cas, elle a réagi en précisant un peu plus son affirmation, qui est la suivante. Dans le cas où il y a des enfants, lâcher prise veut-il dire que nous devons laisser la personne toxique détruire notre enfant? Je suis séparée du papa de ma fille. Ah non, il s'agit pas il s'agit de tout faire pour que la personne ne la détruise pas. Mais si, par exemple, je ne sais pas, hein, je ne sais pas si c'est le cas de Charlotte, si la garde est partagée, il faut que elle ait une parole avec son enfant. Il faut qu'elle lui parle. Il faut qu'elle lui dise aussi sa souffrance, sans forcément mettre j'allais dire, le paquet sur l'autre. Il vaut mieux parler de soi que de parler de l'autre, d'une manière générale. Il vaut mieux parler de soi, de son ressenti, de sa souffrance, expliquer à l'enfant que la relation que j'ai avec ton père n'est pas possible, n'est plus possible parce que ça me fait ça, ça, ça et ça, et parce qu'entre nous, c'est, ou parce que il ne m'aime pas assez, que je ne peux pas le vivre, je ne peux pas le supporter, etc. J'en sais rien. On peut lui expliquer des choses qu'il peut entendre, mais il faut savoir une chose, et ça c'est difficile à accepter aussi, c'est que la relation du père à l'enfant n'est pas forcément la même que celle que l'on a entre époux. Peut-être que le père est moins toxique avec son enfant qu'il ne l'est avec sa femme, par exemple. Même si, bon, l'enfant se fera son avis et son opinion. L'important, c'est que les enfants ont besoin de vérité. Et ils ont besoin que quelquefois on leur dise, voilà, c'est comme ça pour moi. Ok? C'est pas forcément comme ça pour lui. Maintenant, éviter de charger l'autre, même si l'autre ne se permet de le faire.
On peut dire, oui, mais papa, il a dit ça sur toi, il dit ça sur toi. Ok, c'est ce que pense papa. Redonner à César ce qui est à César. Mhm. Ok, Mhm. c'est pas. Mais à un moment donné, il faut prendre des décisions, quoi. Alors là, j'ai une réaction de Juliette qui dit au contraire, parce qu'il y a un enfant, il faut lâcher et elle en met des points d'exclamation et d'affirmation. Elle Oui, affirme je suis ça bien et elle d'accord. insiste bien dans l'idée que justement, quand il y a un enfant, parce qu'il y a un enfant, il faut lâcher. Exact. Vous savez, ça me fait penser, je voudrais, euh, bon, j'ai toujours des petites histoires dans ma tête qui arrivent. Ça me fait penser à cette petite histoire de ces deux personnes qui ont 90 ans et qui vont voir un notaire en disant, le notaire, il dit, vous venez pour préparer votre décès, votre succession. Ils disent, non, 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 pas du tout. Ah ben, pourquoi vous venez? Il dit, on vient pour divorcer, 90 ans. Bah, le notaire, je dis, mais c'est pas un peu tard pour divorcer, après avoir eu 5 enfants, 90, 95 par là. Et les petits vieux dit, oui, mais on ne pouvait pas le faire avant. Et pourquoi? À cause des enfants. Ah bon? Et qu'est-ce que vous attendiez alors? On attendait qu'il soit mort. Bon, voilà, c'est un peu dur comme histoire, mais c'est pour combien de temps on va faire subir ça à nos enfants? Attendez que les enfants soient morts. Non, il faut pas, faut limiter les dégâts, c'est tout. Charlotte, j'ai vu au passage qu'elle disait, ça y est, j'ai cassé mes lunettes. Non, c'est pas Charlotte qui disait, c'est moi, excusez-moi. Ah ben, je dois avoir les lunettes trop mal. Alors, j'ai Voilà. une question d'Amina quand même qui peut être intéressante. Une question intéressante. Merci Amina de la poser. Et en fait, cela veut dire, Amina se pose la question suivante. En fait, cela veut dire, si je suis comme je suis, j'attirerai toujours des personnes toxiques? C'est une bonne question. Et j'ai un peu de mal à dire oui comme ça d'emblée, mais c'est ça. Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous êtes toxique, Amina, c'est pas parce que vous êtes vous-même toxique, c'est parce qu'il y a chez ces personnes-là quelque chose qui vous attire. C'est pour ça qu'on parle d'addiction. Fumer, c'est toxique, on fume quand même, enfin, quelquefois. Euh, Prendre de la drogue, c'est toxique, on fait quand même. Boire trop d'alcool, c'est toxique, c'est bon quand même, etc. On a toujours intérêt. Et donc, c'est parce qu'il y a quelque part en nous, et c'est pour ça que j'ai commencé par cette partie, mieux se connaître, savoir qu'est-ce qui est en jeu dans ces agressions, dans ces histoires, c'est parce que nous avons besoin de sentir, de connaître, de reconnaître, d'identifier ce qui en nous a besoin de ça. Et pourquoi ça a besoin de ça? C'est pas qu'on est toxique d'emblée, c'est qu'on invite quelque part et qu'on pense que cette toxine-là va le combler. Est-ce que tu pourrais répondre à cette question de Juliana qui, alors, qui pose cette question? Je peux me sentir coupable de mes actes passés, mais responsable de mes actions présentes? On peut se sentir coupable de ses actes passés, oui, mais je pense, et effectivement, c'est très différent que de se sentir responsable au présent. Mais je pense que une bonne manière d'avancer dans la vie, c'est de faire le point sur ce que l'on a, sur nos fautes, entre guillemets, nos erreurs passées, et de passer par ce que j'appelle l'étape de demander pardon et de se pardonner à soi-même. Une fois, j'étais en train de rouler sur l'autoroute en venant de Paris. J'allais assez vite, les vitesses n'étaient pas limitées à l'époque. Mhm. Et tout d'un coup, j'ai eu une immense émotion, je ne sais pas pourquoi. J'ai eu en face de moi, dans ma tête, toutes les personnes auxquelles j'avais fait du mal, sans le savoir, qui ont défilé. Elles n'ont pas défilé sur le pare-brise, mais elles ont défilé dans ma pensée ou dans le cœur. Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et ensuite, j'ai passé 10 jours à écrire à chacune de ces personnes et à leur demander pardon. Après, le plus dur, ça a été d'accepter que certaines ne me pardonnent pas.
Il y en a une ou deux qui m'ont répondu que non, pas tant pis. Et après, ça a été de me pardonner à moi-même. Je pense que cette semaine-là a été très, très importante pour moi. Et encore maintenant, par rapport au mal que je peux me faire quand je tombe malade ou autre, c'est que quelquefois, je me sens coupable. Et tant que je me sens coupable, je me sens mal. À partir du moment où je dis, bon, d'accord, ok, assume, et pardonne-toi, là, ça change de niveau et ça va beaucoup mieux. Très bien. Ok. Eh bien, écoute, on va essayer Continue. d'avancer. Oui, d'avancer un petit peu sur ce Eh point. ben, sur la deuxième partie. Oui, on va attaquer la deuxième partie. Ah, puisque, quand même, puisque on parlait de Lucifer tout à l'heure et du diable, et pour en finir avec ça, j'avais prévu, donc ça tombe bien, justement, quand je disais, il a une prise sur nous. Je vais faire juste un tout petit peu l'inventaire de quelles sont ces prises. Je vous les ai listées sur le. Attendez, je reprends l'écran là. Et je vous dis à bientôt pour la deuxième partie de cette conférence. Je vous remercie.